Coup sur coup, on vient d'apprendre que la charia sera la principale source de droit dans la Libye post-Kadhafi. On vient également, il vient d'y avoir des élections, les premières élections libres en Tunisie, et c'est le parti islamiste qui est arrivé en tête. Alors sont venus nous rejoindre sur le plateau Frédéric Ancel, vous êtes géopolitologue. Votre dernier livre s'appelle d'ailleurs Comprendre la géopolitique. Vincent Gesser, vous êtes sociologue, politologue, vous êtes l'auteur de La nouvelle islamophobie, de Dictateur en sursis, la revanche des peuples arabes, et vous venez de publier Renaissance arabe, 7 questions clés sur des révolutions en marche, avec Michael Béchin-Ayari. Enfin Michel Colomb, vous êtes journaliste, fondateur d'Investigue Action, qui a pour objectif, je vous cite, de décoder l'information et de diffuser des textes de citoyens qui n'ont pas voix dans les médias traditionnels. Vous venez de publier Libye, OTAN et médias mensonges. Des médias mensonges, vous en aviez déjà fait sur la guerre du Golfe, sur la guerre en Yougoslavie. Quand vous regardez, commençons par la Libye, si vous le voulez bien. La Libye aujourd'hui, est-ce qu'elle est plus inquiétante pour vous qu'elle ne l'était hier, Michel Colomb? Je pense oui, parce que c'est quelque chose qu'on avait dit dès le début, c'est qu'en Libye, l'OTAN, les États-Unis, la France ont fait alliance avec Al-Qaïda, avec le groupe islamique de combat libyen, qui sont des terroristes, c'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports de la CIA, les rapports des ambassades des États-Unis révélés par Wikileaks, ce sont des terroristes recyclés. Et ce qui est paradoxal... Pardonnez-moi, ils l'ont fait volontairement, d'après vous? Oui, parce que, contrairement à ce qu'on dit, Kadhafi avait des ennemis, mais avait aussi un grand soutien. La Libye, comme on l'avait dit dans une émission précédente chez vous, c'est un pays de tribus. Il avait un soutien à cause de ses réalisations sociales, à cause du fait qu'à la différence de Ben Ali ou de Moubarak, c'était pas tout dans la poche et on laisse le peuple dans la pauvreté. Il y avait une redistribution. Le chauffeur de taxi, il avait une maison, il avait un appartement, il avait l'électricité gratuite, il avait l'éducation, les soins de santé, même s'il se faisait opérer à l'étranger. Donc un petit contraste avec le chauffeur de taxi dont vous avez parlé. Donc effectivement, Kadhafi avait un soutien et la seule force qui pouvait le renverser, c'était ces anciens terroristes, d'ailleurs liés à des tribus qui dans le passé ont collaboré avec les envahisseurs italiens et britanniques. Donc c'est pas une surprise. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on nous dit qu'on mène un combat pour la démocratie et contre le terrorisme, et en fait on utilise des terroristes pour, évidemment, une guerre du fric, encore une fois. Il n'y a pas de guerre humanitaire, ça n'existe pas. Alors, si c'est une guerre du fric, excusez-moi, c'était quoi la raison pour laquelle les Français, les Anglais, les Américains sont allés, d'après vous, mettre au pouvoir des anciens d'Al-Qaïda? Il y a plusieurs raisons. Le pétrole, bien entendu, et là, il faut signaler qu'il y a une rivalité. Il faut s'interroger pourquoi les Anglais et les Français sont enthousiastes pour cette guerre et les Allemands et les Italiens disent non. Et là, dans le livre que vous avez mentionné, j'ai analysé que les uns, ils avaient reçu des beaux contrats et les autres pas. Donc c'est la redistribution du gâteau. Mais il y a aussi un autre élément important, c'est que Kadhafi, à part le fait qu'il soutenait les Palestiniens, donc ça c'est pas bien, en fait, il servait un peu de financier alternatif pour des pays africains. La Libye était un des seuls pays non endettés auprès du FMI, qui maintenant est en train de courir avec ses vieilles recettes habituelles qui ont fait des désastres partout. Donc ils n'étaient pas endettés, ils utilisaient l'argent du pétrole, non seulement pour donner un niveau de vie appréciable et aux Libyens et aux immigrés noirs, et aussi pour financer des projets alternatifs, des projets de développement de pays africains. Donc il faut s'interroger pourquoi en Europe il y a une telle soi-disant unanimité, je pense fabriquée par les médias, que tout le monde trouve que c'est bien, et pourquoi en Afrique il y a une quasi-unanimité dans l'autre sens, en disant que ce qu'on a fait, ça viole le droit international, que c'est effectivement une guerre pour le fric, et que c'est un très dangereux précédent. Frédéric Ancel ? Le droit international n'a bien évidemment pas été violé. Je rappelle que la résolution 1973 a été votée en bonne et due forme par le Conseil de sécurité, très exactement comme il le faut et comme le droit international l'exige. Je rappelle que les Russes et les Chinois, une fois n'est pas coutume, se sont abstenus. Autrement dit, on laissait faire. En réalité, on approuvé. Sinon, ils auraient mis leur veto. Comme le droit international, évidemment, le leur accordait. On oublie peut-être, là, depuis quelques dizaines de secondes, quelque chose d'un tout petit peu fondamental, c'est que les Libyens se sont révoltés.
une région entière s'est révoltée autour de Benghazi, et pas seulement autour de Benghazi de Tobrouk, mais l'ensemble de la Cyrénaïque. Et au-delà de la Cyrénaïque, une bonne partie de la Tripolitaine. Et que cette révolte massive, très importante, qui a été saluée par toutes les images, à moins bien évidemment qu'elle soit truquée, depuis plusieurs mois, et jusqu'à la mort de Kadhafi, qui est certainement d'ailleurs regrettable, dont les conditions en tout cas sont certainement regrettables, on pourra peut-être y revenir. Ce peuple-là s'est soulevé de manière à peu près unanime contre Kadhafi, et ça s'inscrivait dans le cadre d'un printemps arabe qu'on n'a quand même pas inventé, ni les Français, ni les Italiens, ni les Américains, et sûrement pas les Américains, qui étaient parfaitement à la traîne sur cette question-là. Et il a fallu, et là au moins je vous rejoins, il a fallu que les Français, les Britanniques, certainement pas pour des questions pétrolières, là aussi on pourra y revenir, mais il a fallu que les Français et les Britanniques fassent quasiment violence à Barack Obama, qui a d'autres chats à fouetter en ce moment, pour qu'il intervienne et pour qu'il nous aide avec toute sa logistique. Enfin, dernier point, Kadhafi, bien évidemment, n'a jamais aidé les Palestiniens, cher monsieur, et vous le savez parfaitement, à chaque fois que les États arabes demandaient un soutien, soit financier, soit militaire, depuis la guerre de Kippour de 73 jusqu'à ces dernières années, Kadhafi répondait non. En revanche, il a très bien su chasser en plein désert dans les années 90 plusieurs milliers de réfugiés palestiniens donc qui vivaient en Libye depuis pas mal d'années. Pour faire quoi? Pour faire payer à Arafat le fait qu'il ait signé un accord de paix, enfin les accords d'Oslo avec Israël en 93. C'était ça, Kadhafi. Vincent Gesser. Oui, moi je crois qu'il faut un peu aussi dépasser la théorie du complot et pas tout ramener à l'OTAN. Au départ, il est vrai qu'il y a, et les sociologues, et je rends hommage à tous mes collègues qui travaillent sur la Libye, un cycle de protestation en Libye qui est assez conforme à ce qui va se passer en Tunisie et en Égypte. Nous faire croire tout de suite qu'effectivement il y aura un complot de la CIA et tout ça, je crois que je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Michel Collomb. Et en fait, au début, ce sont des protestations classiques qui sont d'ailleurs très fortement inspirées d'un pays voisin, puisqu'il y a même des cousinages, je dirais, en termes culturels, qui est avec la Tunisie. Alors là où je serais un peu plus nuancé avec vous, je crois que l'OTAN avait des intérêts, mais lesquels? Et moi, je suis très choqué par l'argument du pétrole, parce que si l'OTAN n'était pas partie en guerre, on aurait dit c'est à cause du pétrole, c'est pour protéger le pétrole de Kadhafi. Et s'il part en guerre, on dit c'est à cause du pétrole aussi. Donc j'ai envie de dire que de ce point de vue-là, il faut observer, et la plupart des collègues qui travaillent sérieusement montrent quand même que c'était une bonne dictature et qu'il n'y a pas de dictature éclairée. Moi, je crois qu'il faut un peu sortir de cette idée qu'il y a eu des dictateurs qui ont apporté à leur peuple. Ça a été vrai pour Bourguiba, ça a été vrai pour Boumedienne, d'une certaine manière pour Nasser, mais je dirais qu'on est sorti de ce cycle politique et qu'aujourd'hui, massivement, les peuples arabes n'ont plus besoin de tuteurs, n'ont plus besoin de cette figure du despote éclairé. Il n'y a pas de despote éclairé et je crois que les études sociologiques le montrent, il n'y a que des despotes et des dictatures. Mais alors, juste pour faire avancer, là où on en est aujourd'hui, c'est justement l'annonce de la référence à la charia. Et là, immédiatement, en France, mais j'imagine dans d'autres pays occidentaux, on commence à avoir peur des islamistes. Est-ce que ça vous semble? C'est un de vos sujets. C'est un terme générique. On peut tout y mettre. On peut même faire des charias quasiment laïques et sécularistes à partir du moment où derrière, c'est la référence effectivement islamique indirecte quand on prononce ce mot charia, mais on peut arriver, par exemple, le code du statut personnel tunisien qui est cité en exemple de libération de la femme, à juste titre. Établissement du divorce civil, établissement du mariage civil, abolition de la répudiation et de la polygamie, s'inspire aussi des préceptes de l'islam. Donc quand il dit la charia, il faut voir ce qu'il met derrière. Là, il a mis effectivement un certain nombre, je dirais, de mesures, telles que le rétablissement de la polygamie, mais dans des contextes aussi où il faut préciser que la polygamie a quand même disparu au Maghreb. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a eu une grande méprise sur les révolutions démocratiques. Sans tomber dans la thèse qu'a pu défendre Alexandre Adler du retour au califat islamique. En gros, qu'est-ce qu'il disait? Il nous disait les révolutions arabes vont nous rétablir le califat islamique. Et sans tomber dans l'autre thèse du post-islamiste qui disait les islamistes ont disparu, c'était des révolutions imberbes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que finalement, les révolutions ou les transitions démocratiques se teintent de poils de barbe, en quelque part. Parce qu'en fait, il y a toujours eu cette dimension-là, sans tomber dans le culturalisme, sans dire que les peuples arabes sont prisonniers de l'islam, je dirais que les deux n'étaient pas incompatibles et que ceux qui manifestaient au nom de la démocratie, pour les libertés individuelles, pour la droite de se libérer, en quelque sorte, des dictatures, avaient aussi des référents islamiques. Et le retour des partis islamistes, à mon avis, c'est pas un retour, c'est que ces partis-là étaient des références, alors en Tunisie, ils étaient réprimés, mais les réseaux de sociabilité autour des prisonniers politiques islamistes dans les prisons existaient. Donc de ce point de vue-là, je crois que la thèse du post-islamiste selon laquelle finalement les islamistes auraient disparu et que nous serions en présence de révolutions imberbes et laïques, je crois que c'était un peu forcé. Finalement, nous sommes en présence de révolutions démocratiques, porteurs
aussi d'ambivalence dans ses références à l'islamité et à la religion, et nous le voyons aujourd'hui dans les transitions démocratiques. Nous avons des démocrates sincères qui vous disent l'islam doit rester religion de l'État. En Tunisie, je vous signale que les défenseurs de la thèse de l'article 1, l'islam religion d'État, vous avez les islamistes, vous avez les sociodémocrates, vous avez les nationalistes arabes et une grande partie de la gauche qui ne veut pas toucher à l'article 1 de la Constitution, et que les laïcs qui, eux, veulent supprimer l'article 1, c'est-à-dire l'islam dans la Constitution comme référence de l'État, sont très 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 minoritaires. On peut le regretter, mais les bons sociodémocrates tunisiens, les équivalents de François Hollande tunisiens, sont pour le maintien de cette référence en jouant sur l'ambivalence, qu'il s'agit d'une référence culturelle et non d'une référence religieuse. Pour ma part, en tant que sociologue, je suis sceptique, mais en tout cas, il joue sur ça. C'est une référence culturelle, on ne veut pas y toucher. Donc l'islamité participe, je dirais, des mobilisations politiques dans le monde arabe, qu'on soit content ou pas content. Claude Agege. Peut-être que vous attendez de moi en partie une glose sur les mots. Du tout, non. Sharia, ça signifie le chemin qui va vers un puits. Car c'est à l'origine une société de chameliers à la recherche de points d'eau pour abreuver leurs chameaux. Du sens chemin qui va vers un puits, qui est le premier sens en arabe classique, on va au sens de chemin à suivre. Et le chemin à suivre, à ma connaissance, sharia, n'apparaît pas ou guère dans le Coran. Ce qui apparaît en revanche, ce sont les composantes de la sharia, c'est-à-dire le fait, les 5 khamsa rukun de l'islam, les 5 piliers de l'islam, la prière, l'aumône légale, le pèlerinage, le jeûne et la shahada. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Voilà le contenu de la charia qui est, lui, précisément d'ordre coranique. Seulement, voilà, dans la mesure où la société arabe, dès l'origine, est une société de la totalité, par conséquent la religion est inséparable du mode de vie politique et individuel et quotidien, sous charia, quitte un terme à dédiaboliser, ça ne signifie pas que ce soit une promesse d'horreur, de couper les mains au premier vol, la première main, l'autre main au second vol, de lapider les filles qui vont à l'école, d'obliger les femmes à se voiler. Dans la sourate 14 et le verset 21-21, le prophète ne parle que de façon très modérée du voile. Il dit les femmes doivent porter un voile pour cacher leurs atours, sauf aux gens de leur famille. C'est tout ce qu'il dit. Bon, ensuite, ça a été naturellement glosé, car le contenu coranique de la charia a été élargi par les oulémas et par tous les gens des hadiths, de la tradition du prophète, qui ne sont pas de l'ordre du Coran. Bon, alors qu'est-ce que ça devient? Ça devient le fiqh, c'est-à-dire le droit musulman, et son contenu, il légifère sur toute la vie, ce qui est une donnée de la société arabe d'origine et qui se continue. Alors, par cet aspect, la charia peut devenir un épouvantail, parce qu'elle peut arriver à un certain nombre d'arbitraires et de tyrannies. D'un autre côté, elle ne l'est pas et doit être démythifiée, car ce n'est que l'expression du droit musulman classique et fondamental. Une dernière chose, sur la polygamie, que trouve-t-on dans la sourate 14, du verset 2 ou 3? Le prophète dit ceci, Tankihu ma bikum khayru bikum zawjati idha turiduna iradtum wa law khiftum alla ta'dila lahum thuluth ala arba'a khayr minkum la tastati' an la khiftum alla ta'dilu li hadhihi al-wahda wahida. Ce qui signifie, si tu as le moyen d'entretenir 2, 3 ou 4 femmes, libre à toi de les épouser. Si tu n'es pas capable de les entretenir, c'est une société où les femmes n'avaient pas de métier, naturellement. Ça ne se conçoit que sur ce fond-là. Si tu ne peux pas entretenir et que tu penses que la tardile, ou tu ne seras pas équitable pour elle, alors tu n'en as qu'une. Ce qui veut dire que le Coran, contrairement, ici je parle en faveur de ce qu'il y a de l'acceptable, contrairement à ce que l'on dit, et à ce que les anti-musulmans racistes, souvent sans aucune information, qui ne lisent pas l'arabe, qui ne lisent pas le Coran, même en traduction, prétendent, le Coran est une invitation à la monogamie. Michel Colomb, vous vouliez ajouter quelque chose? Je suis d'accord sur cette idée qu'il ne faut pas diaboliser systématiquement et que certains ont utilisé un épouvantail. J'aimerais me justifier puisque j'ai été accusé sur 2 points. 1, de voir des complots partout et 2, de ne pas voir que cette merveilleuse guerre était parfaitement légale. Le premier point, je voudrais quand même remarquer qu'on a eu beaucoup de rapports et de confidences indiquant que les services secrets français, britanniques et des États-Unis étaient à l'œuvre sur le terrain au moins 6 mois avant cette révolte spontanée
et que des armes ont été fournies et qu'au deuxième jour des manifestations, on attaque les prisons et les commissariats et on libère des fanatiques, des terroristes et des mafieux à l'arme lourde, avec des armes anti-chars. J'ai pas vu ça à Tunis, j'ai pas vu ça au Caire, et donc je pense qu'il faut aller plus profondément. Et sur cette question de théorie du complot, j'aimerais citer quelqu'un qui n'est pas un pacifiste exalté, mais qui est le général Wesley Clark, l'homme qui a dirigé les bombardements sur la Yougoslavie. Et à sa retraite, il va faire un tour au Pentagone. On est là en novembre 2001. Les États-Unis sont en train d'attaquer l'Afghanistan et il va bavarder avec un général avec qui il a travaillé. Et le général lui dit, si vous le permettez, j'ai ici une note venue d'en haut, donc du ministre de la Guerre Rumsfeld, qui décrit comment nous allons prendre 7 pays. L'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir l'Iran. On est fin 2001. Alors il faut réfléchir que ces guerres ne sont pas décidées au dernier moment parce qu'il y a quelques manifestants qui se font tuer, pas du tout dans les proportions qu'on a racontées. On a parlé de bombardements sur la population, mais tous les rapports d'Amnesty, Human Rights Watch, etc. disent que c'est un bobard. Churchill disait la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et on a commencé la guerre contre l'Irak avec les armes de destruction massive, l'alliance avec Al-Qaïda, et puis après on s'est aperçu qu'on avait complètement manipulé l'opinion. Et le deuxième point, cette guerre soi-disant légale et merveilleuse, je voudrais rappeler que disait exactement la résolution 1973 que vous citiez. Elle disait cessez-le-feu, embargo sur les armes, zone d'exclusion aérienne et interdiction d'intervenir au sol. Parce que le prétexte de départ, c'était de protéger les populations civiles. Entre parenthèses, on a fait exactement le contraire. On a attaqué pendant 6 mois, on a livré des armes à un camp, on a utilisé l'espace aérien pour ce camp et on a déployé des agents occidentaux sur le terrain. Donc il faut voir qu'en fait, on s'est fait avoir dans cette chose-là et il faut voir à qui profite le crime, quels étaient les intérêts derrière. Il y avait un plan de toute l'Union africaine. Il y avait aussi toute l'Amérique latine qui avait fait un plan de cessez-le-feu et de paix accepté par Kadhafi, qui prévoyait un cessez-le-feu, des élections, une nouvelle constitution, un contrôle international. C'était quand même la meilleure manière d'arrêter les massacres. Qui l'a refusé? L'OTAN et les insurgés. Parce qu'il n'était même pas sûr, à mon avis, vu que Kadhafi avait un soutien beaucoup plus grand que ce qu'on dit, il n'était même pas sûr de l'emporter. Les insurgés, c'est une minorité finalement. Revenons, si vous voulez bien, moi vous vouliez ajouter quelque chose, mais revenons à la situation d'aujourd'hui, en particulier, élargissons-la à la Tunisie, mais je crois que Bessora voulait intervenir. Moi, je trouve particulièrement intéressant cette question de composer avec les ambivalences et les contradictions, parce qu'on a toujours tendance à vouloir que les choses soient homogènes, c'est beaucoup plus simple à gérer. Mais il va peut-être falloir faire avec une identité musulmane et une identité laïque. Et l'ambivalence, c'est de tous les conflits, de tous les phénomènes, et peut-être qu'il faut apprendre à l'accepter et à dire « et » plutôt que « ou ». Et puis Abdel Jalil lui-même d'ailleurs est pris dans ses propres contradictions parce qu'aujourd'hui, donc il instaure la charia, dont vous avez très justement... C'est le président du CNT. Voilà, du Conseil national de transition. À un autre moment, il a dit qu'il envisageait un État non religieux. Bon, c'est peut-être aussi des stratégies politiques. Oui, moi je suis assez d'accord. Mais si vous voulez, on le voit bien aujourd'hui. Tous les partis politiques, par exemple en Tunisie, j'ai regardé les programmes, disent on est pour la séparation du religieux et du politique. Et ils sont tous contre pour la réforme de l'article 1 de référence à l'islam comme religion de l'État. Donc ça veut dire que la conception même de la séparation aujourd'hui fait quasiment unanimité. On ne veut pas une confusion entre le religieux et le politique. Et pourtant, on se sent musulman et on veut que cette référence à l'islamité soit constitutionnelle. Et je veux dire que de ce point de vue-là, le sociologue, le scientifique, le chercheur doit non pas dire il faut la laïcité, il faut le sécularisme, ou c'est que des islamistes qui veulent le califat. Il faut qu'ils comprennent comment les acteurs eux-mêmes interprètent cette ambivalence, qui pour eux n'est pas une ambivalence. Se sentir aujourd'hui dans un État moderne, séculariste, comme la Tunisie par exemple, qui reconnaît effectivement aucune femme tunisienne, même voilée, ne veut remettre en cause la pension alimentaire, parce que c'est le seul pays où vous allez en prison si vous la payez pas. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs, parce qu'en France on ne va pas en prison quand on ne paye pas. Mais toutes les femmes, même voilées, sont d'accord pour que leur mari aille en prison quand elles ne payent pas la pension alimentaire. Quand ils ne payent pas la pension alimentaire, mais en même temps, ils peuvent voter pour le parti islamiste. Et nous sommes en face de ces zones d'ambivalence qu'il faut pouvoir interpréter et décoder et non pas imposer des lectures normatives, je dirais, et qui sont, à mon avis, qui ne nous permettent pas de comprendre ce type d'évolution démocratique nécessairement ambivalente et ambiguë.
J'ai un professeur du Collège de France qui tend le doigt Monsieur, pour que je laisse intérêt. vous sembliez chagrin que beaucoup ici soient contre vous. Il y en a au moins un qui vous approuve à 100%. Et ce que j'apprécie le plus dans votre propos, c'est une dédiabolisation de M. Kadhafi. On l'a diabolisé, et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, il n'est pas vrai qu'il ait eu que la révolution qui ne songeait qu'à l'éliminer ait eu un appui général. Comment expliqueriez-vous si c'était vrai? Non seulement cet homme a fait d'innombrables réformes qui a donné de quoi manger à des gens pauvres, non seulement il a, du fait de la structure tribale, favorisé pas seulement sa tribu de Sirte, mais bien d'autres, mais comment expliqueriez-vous s'il était vrai, comme la presse le dit, et comme je regrette de voir que vous le rééditez et le glosez ou le singez, comment expliqueriez-vous cette chose que l'on dit en diabolisant horriblement ce malheureux Kadhafi, comment expliqueriez-vous que la résistance ait été, des Kadhafis j'entends, tellement longue, qu'il y ait eu une guerre civile tellement interminable? Les gens qui se sont battus, vous pensez que c'est par désir de se faire trucider, ils se sont battus parce que Kadhafi avait de sérieux appuis dans son pays. Exactement. Ça paraît aussi simple que ça. Vous êtes dans du temps journaliste, essayons d'être dans du temps historien. Cette guerre civile n'a pas été très longue. Dans quelques années, les historiens diront que la guerre civile libyenne a au fond duré extrêmement peu. Et si vous avez quelques notions d'histoire, je suis certain que vous en avez, vous savez que des guerres civiles ont pu durer des années ou des dizaines d'années, certainement pas quelques mois. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les rebelles sont des civils en armes. Et il est parfaitement exact, je vous rejoins sur ce point, il est parfaitement exact que l'OTAN a fait une lecture extensive de la 1973. Et je le dis avec d'autant plus d'honnêteté intellectuelle que j'ai compté parmi les signataires dans le monde de l'appel à l'intervention militaire en Libye. Et il est vrai, les Russes et les Chinois aujourd'hui en veulent beaucoup à l'OTAN, on est allé très loin puisqu'il s'agissait d'empêcher les exactions. Or, le CNT, le CNT et les rebelles eux-mêmes nous ont demandé à la communauté internationale, certainement pas seulement aux Occidentaux, je vous rappelle qu'il y avait 2 États arabes qui participaient à cette intervention et un certain nombre d'autres États hors de l'OTAN, et il a bien fallu qu'on aille jusqu'au bout. À titre personnel, je regrette notamment la manière dont le CNT a mis fin au jour de Kadhafi. Il aurait mieux valu le juger, je veux dire, que le peuple libyen lui-même le juge s'il en avait la volonté, et éventuellement qu'il aille auprès de la justice internationale. Mais ce qui est certain, c'est que des civils à qui on donne des vieilles armes ne peuvent pas, eux seuls, bien évidemment en l'espace de quelques semaines et peut-être même pas en l'espace de quelques mois, abattre un régime qui disposait de soutien populaire, je sais pas, de chars d'assaut et d'avions, ça c'est absolument certain. Et c'est la raison pour laquelle, en réalité, sauf les tribus avec lesquelles Kadhafi avait été extrêmement clientéliste, et puis évidemment la sienne, et certainement pas majoritaire, c'est pour ça qu'il a pu tenir pendant quelques semaines, et encore peut-être pendant 3-4 mois. On ne peut pas appeler ça une guerre civile extrêmement longue. Maintenant, pour ce qui est de l'islamisme, je crois qu'il ne faut pas en faire un bloc monolithique. On a aujourd'hui une évolution au sein du monde arabe, dans le cadre du printemps arabe, vers l'AKP turc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Turquie, enfin l'AKP au pouvoir, montre qu'on peut à la fois respecter pour l'essentiel les acquis démocratiques, je suis le premier à le dire, et en même temps avoir une espèce de tenir une espèce de conservatisme avec des référents, effectivement, qui sont plutôt, allez, on va les appeler islamo-conservateurs. Il y a tout de même quelque chose qui m'inquiète énormément, moi qui étais favorable à l'intervention, encore une fois, militaire pour faire tomber ce dictateur parfaitement abject qui a été Kadhafi pendant 42 ans. C'est qu'aujourd'hui, et en Tunisie, les acquis notamment pour les femmes, qui ont été ceux de Bourguiba et de Ben Ali pendant des décennies, ne doivent pas. Et c'est vrai qu'il a récupéré Bourguiba. Mais il les a maintenus. C'est vrai, mais il les a maintenus, ces acquis. Et notamment vis-à-vis des femmes, c'est un peu tout de même 50% de la population. Ces acquis ne doivent pas, me semble-t-il, être remis en cause. Et en même temps, qui suis-je pour le dire, hein, on ne dissout pas le peuple, vous connaissez la célèbre formule, et par conséquent, les Tunisiens qui ont fait leur propre révolution, les Égyptiens qui ont fait la leur, à moins bien sûr que l'OTAN ait finalement tout décidé de l'extérieur et d'en dessous, eh bien, ce seront à eux de choisir leur gouvernement. Et je crois effectivement qu'on va assister à une forme de coalition, j'espère qu'elle sera démocratique, entre des partis islamo-conservateurs, j'espère qu'ils seront plus conservateurs qu'islamistes, radicaux, et une partie de la classe politique qui est à se construire et qui est effectivement globalement plutôt laïque, pas au sens laïciste où la République française l'entend, parce que nous sommes un peu une exception, je le regrette, mais c'est comme ça, mais au sens conservateur du terme. Anne-Elisabeth Moutet. Je voudrais rappeler en exergue que, par exemple, la Grande-Bretagne a une religion établie dont le chef est le monarque.
et que ça n'empêche pas d'être une démocratie. Donc effectivement, l'idée qu'on peut parfaitement concilier l'article 1 de la Constitution tunisienne et puis une démocratie. Je pense qu'il y a tout de même enfin, j'ai une certaine inquiétude parce que la lecture de l'islam dans les mouvements populaires est à la fois minoritaire et extrémiste. C'est-à-dire que prenons le parti Ennahda en Tunisie, et je ne dis pas que ce parti en lui-même est complètement extrémiste. J'ai entendu une interview de son leader qu'on a vu voter tout à l'heure, et c'était quelqu'un d'assez raisonnable, modéré, et avec une certaine philosophie. Pour ce que j'en ai vu, et je suis relativement ignorante de ça. Mais ils n'ont que 30% des voix. Alors la question, c'est s'ils deviennent l'arbitre parce qu'ils ont 30% des voix, il y a un danger qui est absolument évident. Parce que ce qu'on voit absolument partout... Ça arrive dans des tas de démocraties. C'est arrivé en Allemagne dans les années 30. Ils sont passés aussi avec aussi 30% des voix. Donc ça peut aller dans les deux sens. Mais ce qui est tout de même extrêmement inquiétant, c'est que l'image, en réalité, avec la disparition de structures sociales et la disparition d'une alternative démocratique et d'un enseignement démocratique dans des pays, tous les pays du printemps arabe, qui sont des pays où l'essentiel de la population n'a pas vraiment de mémoire parce qu'elle est jeune, parce que 70% de la population ou plus a moins de 30 ans. On arrive à un seul système organisé, de pensée organisée, qui est le système de l'islam. Et c'est vu comme une alternative parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de grande tradition d'équilibre des pouvoirs, il n'y a pas de tradition de système démocratique. Et ça, je pense qu'il y a un danger parce que il existe au sein de l'islam, probablement en minorité, mais on a une minorité active, des gens qui sont parfaitement capables de prendre ça et de le pousser plus loin. Chabi Molia. Moi j'ai l'impression aussi que ce qu'on a vu nous parle aussi de nous, c'est-à-dire nous parle aussi du regard qu'on a sur ces pays-là, sur ces peuples-là. Et moi j'ai l'impression que ce qui s'annonce, c'est un récit paternaliste en fait, où on va agiter la menace de l'islam, qui est la grande menace, en confondant tous les islams, en confondant même tous les islamismes, puisque dès qu'on prononce le mot islamiste, en fait ce qu'on voit c'est le salafiste barbu, dangereux, obscurantiste, etc. Et ce que ça va permettre, de dire, vous voyez bien, il fallait garder Ben Ali, ou il fallait faire l'éloge de ce généreux Kadhafi, parce qu'il nous protégeait de l'islam. Et en fait, la démocratie des autres nous inquiète. On est inquiet parce qu'ils vont avoir le choix. On est inquiet parce qu'on est devant quelque chose de très ambivalent. Et on n'est pas loin de leur faire la leçon en leur disant vous savez pas faire usage de la démocratie. Voilà. Nous, je crois que notre usage de la démocratie, il est pas formidable. Et il y aura peut-être des émissions en Tunisie pour s'inquiéter de notre abstentionnisme massif ou de la manière dont on amène le Front National au deuxième tour. Voilà. Très vite, Claude Agel. Il y a quand même une raison, par-delà les efforts qu'on fait ici pour démythifier la peur de la charia et de l'islam en général, il y a une raison quand même pour le rendre redoutable. C'est que le djihad ou mujahada, c'est-à-dire la guerre pour islamiser le monde, est une donnée fondamentale. À ce moment-là, vous comprenez bien qu'une religion qui se cantonnerait à son propre contenu, sans avoir pour idéal une islamisation généralisée, ne présente aucun effet, aucun aspect redoutable. Elle le devient en revanche quand elle est fondée sur un djihad comme guerre sacrée. Et ça, j'entends pas ça en Tunisie. J'entends pas moi, je crois qu'il y a quand même une certaine myopie occidentale de dire qu'il n'y a pas de tradition démocratique dans le monde arabe ou dans des pays comme la Tunisie. C'est quand même la première ligue des droits de l'homme, une grande tradition syndicale qui a plus de 50 ans et qui pourrait nous donner des leçons en termes de mobilisation. Et aussi, on l'a bien vu, on a souvent dit que la Tunisie est ce qui explique la gabegie de la diplomatie française, qui est restée aveugle en disant mais c'est un peuple soumis à son dictateur qui s'appelait Ben Ali. On a quand même vu que depuis 10 ans, il y avait des manifestations, il y avait des mobilisations et qu'il y avait des slogans démocratiques. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs on l'a pu l'écrire, effectivement, c'était des dictateurs en sursis, pas depuis 1 an, pas depuis 2 ans, depuis 10 ans. À partir du moment où il n'y avait plus de confiance, à partir du moment où effectivement on s'apercevait que... Et d'ailleurs, un des éléments qui n'a jamais été souligné, c'est l'élément patriotique. Les gens se sont réappropriés leur identité patriotique. 2 éléments qu'ont joué dans les révolutions arabes, les hymnes nationaux et les drapeaux. Et on va chasser ces dictateurs, quelque part, qui salissent notre hymne et notre drapeau. Et ça, c'est quand même un élément de démocratie au sens presque occidental du terme. Michel Collomb. J'aimerais faire 2 brèves remarques. La première sur la guerre pour la démocratie, la deuxième sur Tunisie-Islam. On nous dit que cette fois-ci, il s'agit d'une belle guerre pour la démocratie. J'aimerais citer M. Kissinger, qui est un des plus grands criminels politique de l'histoire des États-Unis, qui disait les grandes puissances n'ont pas de principe, seulement des intérêts. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi
Si vraiment on fait la guerre contre Kadhafi pour la démocratie, dans le même moment, on envoie des Saoudiens au Bahreïn mitrailler les manifestants. Quand au Yémen on fait la même chose, le ministre des États-Unis de la guerre, M. Gates, vient le lendemain de cette tuerie et dit c'est pas mon rôle de m'ingérer dans les affaires du Yémen, donc j'aimerais qu'on m'explique ça, mais ce ne sera pas possible ce soir. Je voudrais intervenir sur la question Tunisie-Islam. Je trouve qu'il y a effectivement un danger de diaboliser, de voir cette religion comme un tout et de confondre religion et politique là-dedans. Pour avoir l'occasion de discuter avec beaucoup de musulmans, très peu se reconnaissent vraiment, c'est une minorité désespérée qui se reconnaît dans ce genre d'extrémisme. Et je pense qu'il y a un problème de faire comme si en Tunisie, la seule question maintenant, c'était islam.